Ok. Voilà, Hamza Boukari, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous dans le sujet du panafricanisme. Alors, je sais que vous êtes un des rares chercheurs, un des savants voilà, africains à travailler sur cette question. Et alors, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Hamzat Boukari Yabara. J'ai 40 ans, je suis né au Bénin, ma mère est martiniquaise. Je suis historien, je suis également militant, secrétaire général d'une organisation qui est la Ligue panafricaine MODJA, un mot qui veut dire unité en swahili. Je suis auteur de plusieurs ouvrages, dont le livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Et voilà, donc je suis engagé sur ces questions depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Donc à la fois effectivement comme intellectuel, comme historien, mais également comme militant, comme politique. Et je suis régulièrement donc invité dans un certain nombre de pays africains pour aborder cette thématique du panafricanisme. Alors, parfait. Alors, ma première question aussi, c'est de vous demander de résumer en quelques mots donc l'origine du panafricanisme, l'objectif et surtout l'état actuel de l'idéologie du panafricanisme sur le continent et en diaspora. Alors, en quelques mots, l'origine, ce sont des Africains déportés dans les Amériques qui se sont révoltés. Donc, la révolution haïtienne en 1804, l'indépendance d'Haïti, qui marque la première décolonisation de l'empire colonial français et qui va aussi être le début de l'histoire du panafricanisme. Donc, c'est un mouvement qui est né dans la diaspora. C'est très important à savoir parce que dans l'histoire de l'Afrique, beaucoup de choses viennent de la diaspora. Beaucoup de mouvements de libération viennent de la diaspora. Et dans le cas du panafricanisme, ce sont des Noirs des Amériques qui se sont libérés et qui vont constater que leur libération est incomplète tant que l'Afrique elle-même n'est pas libérée du colonialisme. Donc, au cours du XXe siècle, le panafricanisme va accompagner les mouvements de décolonisation. Il va être porté par un certain nombre de figures comme William Dubois, comme Marcus Garvey, comme Kwame Nkrumah, comme Thomas Sankara un peu plus tard. Et ce panafricanisme-là, qui s'inscrit dans le contexte de la libération de l'Afrique, prône également l'unité africaine, à savoir qu'aucun État africain seul ne peut s'en sortir et qu'il faudrait donc mettre en place ce que Kwame Nkrumah appelait les États-Unis d'Afrique, donc faire en sorte qu'il y ait un État fédéral de taille continentale qui gère pour l'ensemble du continent africain les questions stratégiques de la monnaie, de la défense, de la diplomatie et de l'industrialisation. Donc ça, c'était le projet initial, mais malheureusement, au moment des indépendances, il y a ce qu'on appelle la balkanisation et le néocolonialisme, c'est-à-dire que tous les États africains vont être éclatés et créés en grande partie artificiellement, et donc tout le combat pour l'unité africaine va se diviser entre ceux qui estiment que chacun doit travailler de son côté et ceux qui estiment qu'il faut tous travailler ensemble. Et donc ces deux groupes-là sont distingués par ce qu'on appelle le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Celui de Casablanca, qui était porté notamment par le Ghana de Nkrumah et la Guinée de Sékou Touré, voulait vraiment faire de l'indépendance le point de départ de quelque chose de plus important. Et le groupe de Monrovia, avec des figures comme Houphouët-Boigny, l'Ivoirien, ou Tsiranan, le Malgache, qui eux voulaient rester beaucoup plus proches de la France. Et donc, la deuxième phase du panafricanisme va être vraiment la lutte pour la libération du continent africain, notamment la lutte contre le régime d'apartheid. Et donc, à la fin des années 90, quand le régime d'apartheid tombe officiellement, eh bien, on annonce que le panafricanisme a atteint ses premiers objectifs, qui étaient vraiment la libération des Noirs qui étaient en esclavage dans les Amériques et la libération du continent africain du colonialisme. Et donc, on entre au XXIe siècle dans ce qu'on appelle le concept de renaissance africaine.
Ce concept-là, il a été développé par un chercheur sud-africain qui s'appelait Pixteka Isaka Seme en 1912 à l'Université Columbia. Et il est surtout développé par Cher Anta Diop dans les années 40, 50, 60, à partir de ses ouvrages, notamment Nation nègre et culture, mais aussi les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Il pose les éléments scientifiques et politiques et culturels et économiques qui permettront à l'Afrique de renaître. Et donc, dans ce contexte de débat autour de la Renaissance africaine, il y a un leader qui est originaire de Libye, qui s'appelle Muammar Kadhafi, qui va décider de manière un peu individualiste de reformer l'OUA et de créer l'Union africaine. Et l'Union africaine va être mise en place donc en 2002. Mais cette union-là ne va pas réellement se réaliser sur le plan, on va dire, idéologique du panafricanisme. Et donc, on va toujours se retrouver jusqu'à nos jours avec des États africains divisés, avec des armées africaines qui peinent à affronter l'insécurité, l'instabilité ou le terrorisme, et avec aussi une difficulté à développer l'Afrique de manière autonome, de manière autocentrée. Donc, les derniers développements du panafricanisme sont de plusieurs natures. Il y a un développement plutôt néolibéral qui est celui de la zone de libre-échange continentale africaine, qui vise en fait à construire le panafricanisme à partir d'un modèle capitaliste, qui est celui de l'économie de marché. Il y a les mouvements sociaux qui contestent notamment donc l'impérialisme sur le continent africain, que ce soit avec les bases militaires, que ce soit avec le franc CFA, que ce soit avec l'ingérence occidentale, qui là est plutôt ce qu'on pourrait appeler un panafricanisme de gauche. Et puis, il y a au milieu toute une société civile continentale et diasporique qui est de plus en plus panafricanisée, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit déjà par la musique, par la culture, par le sport. Et c'est cette société civile panafricaine qui est un peu au cœur de tous les enjeux quant au devenir du panafricanisme au XXIe siècle. Donc on est, je dirais, dans une situation de transition de plus en plus accélérée, notamment par les réseaux sociaux. Et on est aussi dans une perspective de quête de révolution, comme le panafricanisme a pu en produire quelques-unes, et aussi dans une quête, je dirais, de redéfinition, quelque part, du panafricanisme, ou plutôt de relecture des circonstances, parce que la définition du panafricanisme ne bouge pas, c'est vraiment un mouvement de libération, de résistance et de solidarité entre les peuples d'origine africaine, mais les circonstances font qu'il faut parfois repenser la définition du panafricanisme à la marge. Donc voilà à peu près en 4-5 minutes comment je pourrais définir la globalité de ce mouvement historique qui a fécondé et produit énormément de courants. Donc quand on parle de la négritude, quand on parle du Rastafari, quand on parle du Black Power, parce que des figures comme Malcolm X font aussi partie de cette histoire-là, eh bien, on est dans l'histoire du panafricanisme. Quand on parle de Frantz Fanon, de Patrice Lumumba, d'un certain nombre de figures, on est dans le panafricanisme. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a bien évidemment l'ouvrage que j'ai écrit, Africa Unite, une histoire du panafricanisme qui retrace un peu tout cette historique. D'accord. Moi, j'allais poser la question, combien d'États africains qui pratiquent l'idéologie du panafricanisme sur le continent? Vous avez répondu en gros à la question. Donc, la question maintenant, pourquoi c'est urgent et surtout essentiel maintenant d'adopter le panafricanisme pour l'Afrique et au lieu de la démocratie? Parce qu'on voit aujourd'hui, quand il y a des élections dans beaucoup de pays en Afrique, on assiste à des morts, à des assassinats. Donc, on voit que en fait, la démocratie, ce n'est pas notre paradigme. Donc, pourquoi c'est une idée. Pourquoi c'est le panafricanisme au lieu de la démocratie? Parce qu'on voit que c'est un modèle qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera pas en Afrique. Je ne sais pas si je... Oui, alors il y a des États en Afrique qui sont panafricains, même si la politique n'est pas forcément à la hauteur, mais un pays comme le Ghana est un pays panafricain.
Un pays comme la Tanzanie est un pays panafricain, c'est l'union de Tanganyika et Zanzibar. Un pays comme l'Afrique du Sud, malgré tous les problèmes, a aussi une dimension panafricaine. Voilà, donc il y a un certain nombre de pays comme ça qui ont dans leur identité, le Cap-Vert, qui ont quelque chose de panafricain, mais qui n'ont pas forcément les moyens de le porter à l'échelle continentale. Pourquoi le panafricanisme plutôt que la démocratie? Tout simplement parce que le panafricanisme est, selon moi, notre conception de la démocratie, c'est-à-dire un pouvoir fondé sur l'unité dans la diversité. Et lorsqu'il y a des élections, malheureusement, en Afrique, on oppose toujours un camp à un autre, le pouvoir à l'opposition, ou alors tel groupe ethnique à tel autre groupe ethnique quand on veut tribaliser les choses. Et le principe du panafricanisme, c'est de dire que nous sommes tous différents, effectivement, mais il y a quelque chose qui est plus fort que nos différences, voilà, et qui nous réunit. Et ce concept d'unité dans la diversité, il n'est pas présent dans le concept de la démocratie, tel qu'il est appliqué en Afrique, mais il est présent dans le panafricanisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable, à partir du panafricanisme, de mettre en place des modèles de péréquation, c'est-à-dire des modèles où tout le monde est représenté au niveau du pouvoir, et ça enlève immédiatement, je dirais, la compétition malsaine qui est celle des élections, où quand un groupe n'est pas au pouvoir, il en fait vraiment une affaire de vie ou de mort. Et donc, il fait tout pour soit se maintenir au pouvoir, soit pour garder le pouvoir. Mais si on adopte un modèle panafricaniste à tous les niveaux de la société, c'est-à-dire au niveau des élections présidentielles, législatives, régionales, municipales, etc., on aura instinctivement, je dirais, une représentation beaucoup plus équilibrée de la population. Un autre élément, c'est que la démocratie n'apporte pas la liberté. La démocratie apporte le droit de vote, mais ce n'est pas la liberté. La liberté passe par un concept qu'on appelle la souveraineté, c'est-à-dire le droit de s'autodéterminer, le droit de décider de soi-même, de ce que l'on souhaite faire de notre nation, de notre pays, de notre État. Et le panafricanisme est l'idéologie qui a le mieux défendu, le plus lutté et sans doute le mieux réussi à défendre le concept d'une souveraineté africaine. Et donc, il ne peut pas y avoir de démocratie sans panafricanisme. Je pense que quelqu'un comme Julius Nyerere, le premier président de la Tanzanie, le disait. Le véritable nationalisme africain, c'est le panafricanisme. Et donc, lorsque on met en avant le panafricanisme, et surtout lorsque on aura réussi à faire enseigner le panafricanisme dans nos établissements scolaires, eh bien, nous formerons de nouvelles générations politiques, de nouvelles élites politiques qui instinctivement auront l'intelligence collective de gérer le pouvoir plutôt que de se l'arracher, plutôt que de se battre pour et plutôt que de piétiner le peuple pour avoir des miettes de pouvoir. Donc c'est en ça que le panafricanisme est très important. Dernier élément, le panafricanisme n'est pas une idéologie dogmatique. Il y a eu plusieurs courants, plusieurs visions, plusieurs doctrines à l'intérieur de cette idéologie. La politique voulue par Lumumba était différente de celle de Cabral, qui était différente de celle de Modibo Keïta. Et donc, il y a un répertoire d'expériences politiques dans l'histoire du panafricanisme, un ensemble de modèles de gouvernance dans l'histoire du panafricanisme qui est beaucoup plus riche que ce que peut apporter la démocratie, notamment libérale ou occidentale. Et si on remonte effectivement à Cheikh Anta Diop, ou si on utilise des auteurs comme Joseph Kizerbo qui ont montré comment fonctionnaient nos sociétés africaines, eh bien, on peut trouver dans le panafricanisme des modèles d'organisation de nos sociétés qui éviteront les types de conflits et surtout les mécanismes de corruption qu'apporte la démocratie. Dernier élément, le panafricanisme est né en résistance à l'esclavage. Et donc, faire l'histoire du panafricanisme, c'est faire l'histoire de l'esclavage en tant que mécanisme de corruption de nos élites. Et donc, si on veut s'attaquer au mal le plus important qui ronge aujourd'hui la politique africaine, qui est la corruption, eh bien, il faut faire l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la résistance à l'esclavage.
et donc l'histoire du panafricanisme. Et c'est pour ça que, à mon sens, il est beaucoup plus urgent de former nos populations, nos élites, nos décideurs au panafricanisme qu'à la démocratie. D'accord. Merci. En fait, ça me fait penser aussi à à des leaders pendant les indépendances, comme Kwame Nkrumah, qui prédisait justement la période du donc, là où on est actuellement, du néocolonialisme. On voit que tous les grands leaders qui ont tenté de mettre en place le changement, comme euh, Thomas Sankara, et les autres sont systématiquement éliminés, d'où l'importance de ne pas s'aventurer seul dans ce combat. Et est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faudra attendre que tout le continent soit prêt? Pourquoi? Je me dis pourquoi 5 ou 6 États ne se mettent pas ensemble pour ne pas attendre, parce qu'on voit les pays qui ont colonisé, surtout par la France. Là, on voit la mainmise de la France, qu'on appelle la France-Afrique, par exemple. On voit qu'il y a, est-ce qu'il n'est pas urgent peut-être qu'au moins quelques pays se mettent ensemble pour être le moteur au moins cette idéologie? Oui, alors effectivement, le principe des États-Unis d'Afrique part d'un noyau. Lorsque Kwame Nkrumah amène le Ghana à l'indépendance, c'est le premier pays indépendant au sud du Sahara, si on enlève l'affaire du Libéria qui est un peu particulière. L'année d'après, il y a l'indépendance de la Guinée, de Sékou Touré, et donc immédiatement se constitue l'Union Ghana-Guinée. Après, plus tard, le Mali prend son indépendance, et donc on a l'Union Ghana-Guinée-Mali, qui est l'union des États africains. Et donc le drapeau du Ghana, qui est le drapeau avec les 3 couleurs, hein, rouge, or et vert, avec l'étoile noire de Marcus Garvey au milieu. Lorsque l'union Ghana-Guinée-Mali est mise en place, vous avez ce drapeau du Ghana avec 3 étoiles noires. Et donc l'objectif des États-Unis d'Afrique, c'était qu'on aurait eu le drapeau du Ghana avec autant d'étoiles noires qu'il y aurait eu de pays qui auraient adhéré au projet de Kwame Nkrumah. Et donc on part de 1, 2, 3 pays. Donc on est sur des démarches, je dirais, concentriques. Il ne s'agit pas d'unifier comme ça, d'une baguette magique, tout le continent africain, mais de partir de rapprochements qui peuvent être des rapprochements régionaux, qui peuvent être des rapprochements idéologiques, qui peuvent être des rapprochements stratégiques, mais qui permettent d'avoir des noyaux. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus par ce biais-là qu'on y arrivera. Il y a une autre approche qui a été choisie, qui est une approche médiane, qui est de dire qu'on va d'abord unifier par région. Donc d'abord l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord. Donc une fois que chacune de ces 5 régions sera unie dans un ensemble fédéral, eh bien on va unir les 5 régions pour avoir des États-Unis d'Afrique. Cette approche, c'est celle qui opposait Kwame Nkrumah, qui disait qu'il fallait tout unir dès le départ, à Julius Nyerere, qui disait qu'il fallait d'abord faire ce qu'on appelle le régionalisme, ce qui correspond en fait à ce qu'on appelle les communautés économiques régionales, comme par exemple la CEDEAO, la SADC, l'Autorité intergouvernementale de développement, l'IGAD, la East African Community pour les Grands Lacs et l'Afrique de l'Est, la CEMAC pour l'Afrique centrale. Donc toutes ces structures-là, il y en a 8 au total, ont été validées comme étant les 8 communautés à partir desquelles on va faire travailler les pays ensemble pour qu'ils apprennent à mutualiser leurs moyens et que progressivement, ils en arrivent à abandonner, pourquoi pas, un jour leur souveraineté. Donc il y a vraiment plusieurs processus. Ça peut partir du haut, donc des chefs d'État qui décident aujourd'hui de constituer des États-Unis d'Afrique, comme ça peut partir du bas, avec des peuples qui, de toute manière, sont d'une frontière à l'autre des mêmes, comme ça peut partir de quelque chose qui serait plus intermédiaire, avec une idée d'intégrer le continent africain par les transports, par les infrastructures, par l'économie, par la culture, etc. Donc en fait, il y a plusieurs approches. Aucune des approches ne doit être, je dirais, marginalisée. Mais effectivement, le principe est qu'il ne s'agit pas d'attendre que toute l'Afrique soit unie pour parler d'États-Unis d'Afrique. Il suffit que 2 ou 3 pays se mettent ensemble pour qu'on puisse parler déjà des États-Unis d'Afrique, effectivement. Mhm.
D'accord. Et justement, en parlant du drapeau, est-ce que vous pouvez rappeler en gros la signification des couleurs du drapeau du panafricanisme? En fait, bon, il y a le drapeau effectivement rouge, rouge, noir, vert, donc celui qui est celui de l'UNIA, de Marcus Garvey, bon, avec les éléments classiques, hein, le rouge pour le sang, le noir pour la couleur et le vert pour la nature. Et il y a également le drapeau qui est celui des pays ouest africains avec les trois couleurs rouge, or et vert, qui, comment dire, est croisé au niveau notamment de quelques autres pays d'Afrique et d'Afrique de l'Est. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, ce sont plutôt les couleurs rouge, or, vert, alors que dans les pays d'Afrique, on va dire australe ou orientale, on est plutôt effectivement sur les couleurs rouge, noir, vert. Et ça, c'est lié en partie aux influences, le fait que les influences garvéistes afro-américaines ont été assez importantes en Afrique de l'Est et en Afrique australe, et un peu moins en Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi lié au fait que Kwame Nkrumah a un peu fait la synthèse des différentes couleurs du panafricanisme. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le drapeau qui symbolise le panafricanisme, c'est-à-dire le drapeau de l'Union africaine, c'est un peu un drapeau copié-collé de l'Union européenne, c'est-à-dire que vous avez la carte de l'Afrique, et autour de cette carte de l'Afrique, vous avez les étoiles qui correspondent aux États africains. Donc c'est un drapeau qui est peu, je dirais, dont la symbolique est assez limitée, mais qui est en même temps un drapeau, je dirais, d'organisation internationale, comment dire, relativement pas discréditée, mais relativement en difficulté comme l'Union africaine. Donc la question des couleurs, la question du drapeau, la question de l'hymne, puisqu'il existe aussi un hymne universel éthiopien, qui est celui de l'UNIA de Marcus Garvey, mais il existe aussi l'hymne continental, qui est le Nkosi Sikeleli Africa, qui est notamment l'hymne national de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et de quelques autres pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Donc ça aussi, ce sont des éléments, je pense, qui sont importants à souligner, la symbolique du panafricanisme à travers les couleurs, à travers le drapeau, à travers l'hymne, et aussi le manque précisément de patriotisme continental, du fait que ces symboles, ces valeurs ne sont pas suffisamment mises en avant et comment dire, réappropriées par les populations elles-mêmes. D'accord. Ça, bien évidemment, ça montre en fait l'inefficacité. Bon, en tout cas, certaines personnes disent bah, l'Union africaine on sait que c'est financé presque à 100% par l'Union européenne et les États-Unis d'Afrique. Donc, on sait que qui paye commande. Et, euh, et donc, est-ce que bah, vous pensez que vraiment l'Union africaine, telle qu'elle est aujourd'hui, peut conduire l'Afrique aux États-Unis d'Afrique, rêvés par les pères fondateurs comme Marcus Garvey ou Kwame Nkrumah? Bon, on a vu quand la Libye a été attaquée, l'Union africaine a été incapable voilà, de bouger donc le petit doigt. On voit aussi le conflit actuel en Éthiopie, qui est quand même le siège, qui est le siège de cette Union africaine. Donc, on voit que les États africains ne sont pas derrière, puisque pour défendre. En tout cas, beaucoup de gens s'interrogent sur l'efficacité de cette union africaine. Voilà. Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à ça. Oui, bon, en fait, les difficultés de l'Union africaine sont connues depuis sa création, c'est-à-dire que c'est une union qui n'a pas d'autorité, et n'a pas d'autorité politique, puisque celui qui la préside, le président de la commission ou l'ancien secrétaire général est quelqu'un qui est généralement inféodé au chef d'État. Donc les chefs d'État sont au-dessus de lui. C'est l'Assemblée des chefs d'État qui a la mainmise
Et chaque année, il y a une présidence tournante avec un chef d'État qui n'est pas toujours lui-même légitime dans son propre pays, mais qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Il n'y a pas d'autorité donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'autorité parce que l'Union africaine n'a pas d'armée. Et donc, lorsque vous n'avez pas d'armée, vous ne pouvez pas régler vous-même les problèmes. Donc, vous pouvez décider, prendre toutes les décisions politiques que vous voulez. Vous n'avez pas les moyens de contraindre ou les moyens de, comment dire, de réaliser les décisions politiques que vous prenez. Donc, à chaque fois, l'Union africaine s'en remet au Conseil de sécurité des Nations unies, s'en remet au casque bleu, s'en remet aux puissances étrangères, ce qui explique pourquoi, sur le continent africain, on voit les Français, les Américains, les Russes, les Chinois, les Turcs, tout le monde finalement, venir mettre son armée pour soi-disant résoudre des conflits qui en réalité n'en sont pas réellement. Ensuite, l'Union africaine n'est pas une puissance diplomatique, puisqu'elle n'a pas de voix au Conseil de sécurité des Nations unies, elle n'a pas de droit de veto et elle est obligée de passer généralement par la France ou par les États-Unis ou par la Russie de plus en plus lorsqu'il s'agit, je dirais, de défendre ses intérêts auprès de ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc c'est un véritable problème. C'est aussi le fait que l'Union africaine n'est pas comment dire, décentralisée. Elle est uniquement basée à Addis Abeba et elle n'a pas vraiment de bureau dans toutes les capitales ou dans toutes les villes africaines. Elle n'a pas de programme dédié spécifiquement au bien-être des populations. Elle n'a pas non plus de médias qui soient en capacité de faire passer son message face à RFI, face à BBC, face à Voice of America, face à Al Jazeera. L'Union africaine n'a pas de médias et donc elle n'a pas de voix qui porte, elle n'a pas de communication digitale adaptée aux enjeux du XXIe siècle, notamment lié au fait que le continent africain est le continent de la jeunesse, c'est le plus jeune continent du monde, et nous savons que cette jeunesse fonctionne par les réseaux sociaux. Et donc, lorsque vous êtes l'Union africaine, que vous n'avez pas de politique digitale, vous ne pouvez pas, je dirais, atteindre la grande majorité des personnes que vous êtes censé représenter. Enfin, cette Union africaine, effectivement, elle ne se finance pas elle-même. Et du coup, elle est totalement dépendante des bailleurs de fonds étrangers qui, avec très peu d'argent, arrivent à influer ou influencer la politique continentale. Donc, il est peu probable que l'Union africaine, dans la forme qu'elle a, arrive à atteindre ses objectifs parce qu'elle ne s'en donne tout simplement pas les moyens. Pour qu'elle s'en donne les moyens, il faudrait que les États africains, les puissances africaines, mettent réellement des ressources à disposition de cette organisation, pas que des ressources militaires et financières, mais aussi des ressources intellectuelles. Parce que l'un des problèmes est que nous sommes confrontés à une organisation internationale qui, comme beaucoup d'autres, a des soucis budgétaires, a des difficultés de recrutement, et qui peine, je dirais, à développer en son sein une véritable, je dirais pas culture du résultat, mais une véritable politique de développement, une véritable dynamique collective. Et donc ça, ce sont des éléments, effectivement, qui me font penser que tout n'est pas absolument perdu, mais il y a vraiment un travail de refonte totale à faire au niveau de cette institution, et qui serait sans doute plus simple, plus intéressant et plus stratégique de repartir sur de nouveaux ensembles périphériques avec des pays qui ont, je dirais, un noyau idéologique et qui pourraient ensuite, au sein de l'Union africaine, en dehors de l'Union africaine, impulser un véritable changement et repanafricaniser surtout cette Union africaine. Le dernier point, c'est que ce n'est que très récemment que la diaspora a été prise en compte, ce qui est un contresens puisque le panafricanisme est né dans la diaspora. Mais pendant très longtemps, l'Union africaine s'est concentrée sur les questions du continent africain et elle a oublié la diaspora, qui est pourtant la première contributrice financière au développement du continent africain, qui est généralement également le vivier des ressources sorties du continent africain. Et donc, il a fallu attendre les années 2000
pour que l'Union africaine comprenne l'importance de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la 6e région de l'Union africaine, qui est la diaspora. D'accord, merci. C'est ça, en fait, quand on voit Marcus Garvey, bah, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il y avait très peu de moyens de toucher, de toucher les gens comme aujourd'hui. Donc, il a quand même réussi à unir un grand nombre de personnes autour de cet idéal du panafricanisme. Et surtout au niveau même financier, bah, on sait qu'il avait même une armée. Donc aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, d'après vous, en fait, quel est l'idéal? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs organisations, donc des mouvements du panafricanisme. Et on peut dire qu'il y a un ingrédient, en fait, il y a quelque chose qui manque pour que chaque Africain, qui soit sur le continent ou en diaspora, puisse intégrer cet idéal du panafricanisme, voilà, pour que le processus de créer, voilà, finalement, les États-Unis d'Afrique puisse s'accélérer. Oui, en fait, ce qui manque déjà, c'est une masse critique. C'est ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que l'une des difficultés du continent africain, c'est que nous avons été vidés démographiquement pendant les siècles de traite et d'esclavage, et nous n'avons pas pu atteindre la densité, la masse critique qui nous aurait permis d'amortir la colonisation. Et donc la colonisation, le siècle de colonisation a fait énormément de mal. Il a créé des identités, coloniales, afro-coloniales, je dirais même. Il a créé des frontières qui n'existaient pas. Et surtout, il a aliéné les Africains à tout ce qui venait de l'extérieur. Et donc, il y a un vrai travail de désaliénation qui est à faire, qui prendra du temps, parce que ce que le continent a subi, ce que la population a subi de génération en génération, ne s'efface pas en un trait de plume. Et en plus, ce que nous avons subi ne s'enseigne pas dans nos écoles. Par conséquent, nous avons le devoir, je dirais, de faire ce travail de mémoire et de transformer cette mémoire en politique et en stratégie. Donc, il y a déjà tout ce travail-là, je dirais, moral et symbolique. Ensuite, il y a effectivement un travail d'organisation au niveau de nos structures, au niveau de nos collectifs, au niveau de nos gouvernements, au niveau de nos États, où il faut voir arriver, je dirais, de nouvelles générations qui auront davantage l'habitude de travailler ensemble. Et c'est en ça que la diaspora est un outil stratégique, parce que lorsque nous sommes en diaspora, lorsque nous sommes à Bruxelles, lorsque nous sommes à Washington, lorsque nous sommes à Brasilia, lorsque nous sommes à Pékin, eh bien, en tant que Béninois, en tant que Sénégalais, en tant que Rwandais, en tant que Mozambicains, nous avons plus de facilité à nous rencontrer et à travailler ensemble. Et donc, nous pouvons déjà constituer dans la diaspora des collectifs, des formes d'organisation panafricaine qui, supposons que nous soyons, je dirais, d'un même niveau social et que nous faisions nos études ensemble et que chacun rentre ensuite dans son territoire, eh bien, chacun va rentrer en sachant que dans tel et tel pays, il y a des hommes et des femmes comme lui qui ont été façonnés et formés de la même manière, qui pensent comme lui, et que donc lorsque toutes ces personnes se retrouvent en position de décider, en position de pouvoir, eh bien, elles peuvent beaucoup plus naturellement penser les alliances que cela ne se fait aujourd'hui. Donc l'un des enjeux fondamentaux, c'est faire circuler, faire connecter la diaspora et faire circuler à l'intérieur du continent africain, que des étudiants sénégalais puissent aller étudier en Tanzanie, que des étudiants égyptiens puissent aller étudier au Nigeria, que des ingénieurs de tous les pays du continent africain puissent se retrouver au Congo ou dans je ne sais quel autre pays pour penser en fait un projet à l'échelle continentale. Donc, ce sont toutes ces dynamiques-là, je pense qu'il faut travailler. Et puis, il y a une dernière dynamique qui est actuelle, qui est celle des réseaux sociaux et qui est celle des imaginaires.
je pense qu'un film comme Black Panther, avec le Wakanda, a joué un rôle extrêmement important dans la conscientisation de beaucoup de personnes. Et donc, lorsque on travaille le mental, lorsque on reconstruit l'imaginaire, lorsque on montre ce que pourraient être ces États-Unis d'Afrique, ou cette Afrique unie en miniature, eh bien, instinctivement, ça crée de l'émulation. Et je pense que dans les décennies qui viennent, il devrait y avoir énormément de changements, précisément grâce à cette poussée démographique qui pose des problèmes sur certains aspects parce qu'elle n'est pas prise en compte sérieusement par nos États, mais qui est néanmoins un inestimable vivier de ressources et de créativité pour, je dirais, parachever ce que nos aînés n'ont pu faire parce qu'eux étaient confrontés à des insuffisances, à des circonstances qu'aujourd'hui nous connaissons beaucoup moins en termes de masse critique, de densité critique. Et c'est vrai que Garvey, à l'époque, avait réussi à fédérer des millions de Noirs dans le monde entier, mais c'est parce qu'il avait un appareil médiatique qui était le journal Le Negro World, qui circulait dans le monde entier, qui était traduit dans les grandes langues internationales. C'est parce qu'il avait aussi, un charisme, une capacité, je dirais, à galvaniser les foules. Et c'est parce qu'il a vraiment construit un empire qui avait une prétention universaliste. Et donc, ce qu'il a fait sans les réseaux sociaux, c'est quelque chose, effectivement, qui doit aussi nous donner de l'humilité sur le fait que ce que nos aînés ont fait, nous ne pourrons jamais faire pareil. Il n'y a qu'un Marcus Garvey, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a qu'un Malcolm X, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a qu'un Thomas Sankara, il n'y en aura pas d'autre. Et donc, il faudrait que nous sortions de cette volonté de singer, de répéter, de caricaturer nos devanciers et que nous fassions, je dirais, le travail à notre niveau, c'est-à-dire avec humilité, en sachant que ceux qui nous ont précédés ont été quand même des géants. Ils ont vraiment posé des bases que nous devons suivre aujourd'hui. Mais l'enjeu, c'est que nous devons être les meilleurs techniciens possibles, les meilleurs maçons possibles pour réaliser l'ouvrage et que nous devons aussi garder une certaine vision pour la démultiplier sur tous les supports possibles afin d'enraciner réellement le panafricanisme auprès du plus grand nombre. D'accord. Et merci. En fait, je sais que Marcus Garvey avait travaillé aussi sur la question de la spiritualité. On a vu beaucoup j'ai oublié donc le nom exact de cette comment ça s'appelait Ethiopian Orthodox Church. Je ne sais pas si c'était l'intitulé exact, mais vous avez évoqué de l'aliénation. On voit aujourd'hui, en tout cas, des religions révélées, la place, surtout qu'ils ont en Afrique. Dès qu'un pasteur arrive quelque part dans un pays en Afrique avec sa Bible en main, en disant que voilà, il y a un Jésus qui vient sauver. Donc, en un claquement de doigts, il réussit en fait à s'entourer des masses de population. Un imam, c'est la même chose. Est-ce que, moi j'enseigne par exemple le yoga, le yoga africain. Quand j'ai découvert qu'il a été enseigné par un Sénégalais, donc un maître sénégalais, donc qui enseigne le yoga des pharaons, donc depuis les années 60, on voit comment l'information est verrouillée. Je pense que même vos travaux, les travaux que vous avez faits, des livres que vous avez faits, ça devrait même être à des cours dans nos universités. Moi, j'ai découvert chez Anta Diop, des livres de chez Anta Diop et Théophile Obenga, quand je suis arrivé ici en Europe. Donc, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, quelle est la place? Quand j'enseigne le yoga africain, à un moment donné, il faut se connecter avec les divinités de nos ancêtres. On voit que c'est dès qu'on commence à évoquer, donc la spiritualité de nos ancêtres,
déjà, quand même, puis donc, d'où c'est quel en fait manteau ou bien de l'aliénation mentale. Donc, quelle est la place de la spiritualité de nos ancêtres dans cette, dans cette idéologie du panafricanisme? Est-ce que ce ne serait pas parmi des ingrédients majeurs qui manquent parce qu'on a besoin quand même de cette force de la spiritualité, alors qu'on sait que la spiritualité de nos ancêtres, on ne fait pas du prosélytisme comme des religions révélées, on n'a pas, nos ancêtres n'ont jamais allé convertir ou exiger les gens de se convertir. Est-ce que quelle est la place de, de la spiritualité dans le panafricanisme? Je veux dire, moi, je rêve d'avoir des temples, par exemple, au moins dans chaque pays. Ça, c'est utopique, mais pourquoi pas avoir un temple de nos ancêtres dans chaque pays? Quel est votre point de vue par rapport à ça? En fait, vous avez déjà dit pas mal d'éléments dans votre réflexion, dans votre question. C'est-à-dire que vous avez bien souligné que nous avons, en tant qu'Africains, une approche très tolérante, mais dès lors que nous devenons, entre guillemets, chrétiens ou musulmans, ben, nous développons une forme d'intolérance plus grande que la tolérance que nous avons quand nous ne sommes ni chrétiens ni musulmans. C'est-à-dire que nous surjouons et parfois nous sommes encore plus musulmans que des musulmans, ou plus chrétiens que des chrétiens. Ce qui pose un problème, je dirais, de formation, parce que bien souvent, beaucoup de gens qui sont musulmans ou chrétiens n'ont jamais lu vraiment le Coran, n'ont jamais lu vraiment la Bible, mais vont hériter, je dirais, même pas tellement d'une religion, mais plus d'un habitus culturel, d'une tradition familiale, où on est chrétien de génération en génération, musulman de génération en génération, sans forcément se poser la question de qu'est-ce que cela sous-entend en termes d'identité et en termes de profondeur ou de spiritualité. Et sans non plus forcément se demander quel est le bien-être qu'apporte réellement cette foi, cette croyance, lorsqu'il s'agit d'une foi, d'une croyance. Ce que je dirais, c'est que déjà, c'est quand même un choix qui est à la base personnel. Donc, c'est à chacun de choisir sa foi. C'est à chacun de faire de sa foi un élément d'émancipation et de libération. Donc, certains vont se libérer par ce qui peut être vu comme des religions aliénantes, c'est-à-dire l'islam ou le christianisme, voire le judaïsme. D'autres vont se libérer en sortant de ces religions. Le plus important, selon moi, est de développer une foi, une confiance en soi, qui doit être inébranlable vis-à-vis des intérêts supérieurs du continent africain. Il faut développer une force mystique pour être en capacité, je dirais, de transcender peut-être la question des religions. C'est très compliqué parce que c'est une question qui certes est individuelle, mais qui est organisée par la société, qui est organisée par des puissances. Lorsque l'on parle de la chrétienté, on parle du Vatican, on parle de l'Église orthodoxe, on parle des patriarches, des différents patriarches. On parle de l'islam, on parle également d'une puissance géoculturelle, au niveau notamment de l'Arabie saoudite, dont les principales figures, c'est très peu connu dans le monde arabe, mais sont en réalité des figures africaines. Quelqu'un comme le sultan de Kano ou l'émir de Sokoto au niveau du Nigeria sont des personnalités de l'islam très importantes. Le roi du Maroc est une personnalité très importante dans l'islam. Donc il y a, je dirais, une dimension purement, on va dire, religieuse, qui est beaucoup plus géoculturelle, donc géopolitique en tant que telle, c'est-à-dire que les religions sont des instruments de domination, de puissance, de construction sociale. Et il y a une approche plus intime, plus privée, qui est vraiment la foi. Et de ce point de vue-là, déjà, je pense qu'il est important d'éduquer nos populations sur la base de ce que disait Marcus Garvey, à savoir que chaque peuple doit apprendre à voir Dieu avec les lunettes de sa couleur. C'est-à-dire que quand vous êtes noir, Dieu, il est noir. Voilà, il n'y a plus à prier un Dieu d'une autre couleur, d'une autre origine, etc. Et dès lors que Dieu est noir,
eh bien, il ne peut être qu'à l'image de nos ancêtres. Et donc, il est évident que si nous sommes là aujourd'hui sur cette terre à échanger, si nous disposons d'une technologie, c'est parce que nos ancêtres ont fait le travail. Et donc, il est important de les vénérer parce que c'est eux qui ont mis à notre disposition, par leur sacrifice de génération en génération, ce qui nous permet aujourd'hui de vivre et de faire. Et donc, pour moi, les religions ancestrales, pas que pour moi, mais pour beaucoup d'autres d'entre nous, les religions ancestrales doivent être réellement revalorisées et il est important de lutter contre l'intolérance développée, que ce soit par les chrétiens, les musulmans ou les païens, mais contre l'intolérance développée vis-à-vis des cultes traditionnels. Dans le même temps, il est fondamental comment dire, de nettoyer les cultes ou les traditions de tout ce qu'elles ont de réactionnaire. C'est par exemple ce à quoi s'est engagé Thomas Sankara en disant qu'il y a certaines pratiques qui nous déshonorent. Certes, elles renvoient à nos ancêtres, mais elles nous déshonorent. Et donc, il faut les faire évoluer aujourd'hui. Un autre élément, il me semble, qui est très important, c'est que dans ce rapport entre l'islam et le christianisme, qui se mène quelque part la guerre sur le continent africain, il y a eu aussi le fait que l'islam s'est posé à un moment comme une force anticolonialiste. Et donc, la conversion à l'islam joue un rôle assez particulier, parfois mal compris par beaucoup d'entre nous, qui ne comprennent pas, par exemple, pourquoi tant de Noirs américains, Malcolm X, Mohamed Ali, etc., sont devenus musulmans. Donc, ça pose aussi la question de Nation of Islam, ça pose aussi la question de la dimension beaucoup plus universelle et internationale de ce combat géoculturel. Ensuite, il y a, vous l'avez rappelé, la question de l'Église africaine orthodoxe, qui est en lien avec tous les courants religieux d'obédience plutôt chrétienne qui ont pu être développés par des mouvements noirs, par des personnalités noires, et qui prennent généralement comme point de référence l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie est probablement la véritable terre biblique. On est vraiment sur le lieu où le temps est né, on est vraiment sur la première nation chrétienne, sur la deuxième nation musulmane, et une grande partie de l'histoire des religions, déconnectée du prisme occidental, passe par l'Éthiopie, à tel point que l'un des premiers courants religieux portés par les Noirs américains s'appelait l'éthiopianisme. Et cet éthiopianisme-là va s'incarner dans l'Éthiopie de Ménélik II, qui résiste à la colonisation, puis dans l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié, qui incarne aussi la continuité de l'indépendance et de la souveraineté du continent africain. Et donc, de cette Éthiopie-là, va naître ensuite, plus tard, avec Garvey, le mouvement Rastafari, qui, lui, fait vraiment de Marcus Garvey un prophète et de Haïlé Sélassié, Dieu sur terre, donc le Messie, avec entre les deux la figure de Bob Marley. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le panafricanisme a, comment dire, s'inscrit au croisement d'un grand nombre d'influences, à la fois géoculturelles, mais aussi spirituelles. Mais si on en revient à la source est réellement dans le combat de nos ancêtres. Lorsque la révolution haïtienne éclate, ça part d'une cérémonie, la cérémonie de bois caïman, où on invoque les divinités africaines. Alors certains disent que c'est un pacte maudit parce que la religion qui était impliquée à l'époque, c'est la religion vaudou, donc notamment qui est très forte au niveau du Bénin, de Haïti, et un petit peu du Brésil et du Nigeria. Et donc tout de suite, il y a cette idée que lorsque on n'est pas chrétien ou musulman, on n'est pas dans les religions du livre, mais qu'on est dans les religions africaines, on est un peu dans, comment dire, pas dans des choses de malédiction, mais dans de la magie noire, dans des choses qui sont dévalorisées. Et à ce niveau-là, j'invite chacun et chacune à lire un livre de l'anthropologue haïtien Jean Price-Mars, Ainsi parla l'oncle, où il montre précisément comment la culture africaine est un outil de résistance et comment, à travers la culture africaine, nos traditions, nos spiritualités, eh bien, nous pouvons quelque part nous ressourcer pour mieux vivre et mieux résister à une époque contemporaine qui est celle d'une époque de consommation
d'une époque de stress, d'une époque de tension, qui fait que nous sommes particulièrement impactés en tant que personnes noires et que nous devenons particulièrement vulnérables pour tous les vendeurs de religion. Et ça aussi, c'est un des éléments sur lesquels il faut se positionner. Les populations noires, du fait de leur fragilité socio-économique, socio-culturelle, de leur manque d'identité, notamment en diaspora, mais aussi sur le continent, sont très facilement récupérables par toutes sortes d'églises. Et donc, il y a un travail à faire, un travail de salut public à faire pour que nous soyons en capacité de mettre des garde-fous et d'offrir un véritable modèle, je dirais, plus en phase avec nos valeurs. Alors, les Afro-Américains, eux, ont par exemple créé Kwanzaa, qui est le Noël afro-américain. Donc, ils se sont écartés des traditions judéo-chrétiennes. Ils ont créé un Noël en reprenant des éléments qui sont liés à la culture swahili, en reprenant des mots, concepts qui renvoient à des valeurs très fortes. Et donc là, on n'est pas vraiment dans le sens d'une religion, mais on est dans quelque chose qui nous relie. Et à mon sens, c'est plutôt vers ce type, je dirais, de formule qu'il faudrait que nous avancions, tout en reprenant évidemment l'idée de Cheikh Anta Diop, qui disait que lorsque un État panafricaniste sera mis en place, il donnera aux religions traditionnelles toute la place qu'elles leur méritent et les mettra au même niveau, notamment en termes de protocole d'État. Voilà. Et donc, dans tout ça, pour résumer, aussi bien dans les pays occidentaux, on nous parle à longueur et journée de laïcité, autant je pense que le panafricanisme est, comme pour la démocratie, l'élément qui pourrait nous permettre de mettre de côté cette histoire de laïcité en tant qu'Afrique. D'accord, merci. Alors, dernièrement, vous avez coécrit un livre. Alors, la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots donc, euh, un résumé, le contenu donc, de ce livre que j'encourage à nos auditeurs de se procurer justement pour... Oui, alors en quelques mots, bon, le concept de France-Afrique, c'est un concept qui a été popularisé dans les années, fin des années 90 par un monsieur qui s'appelait François-Xavier Verschave, qui dirigeait une association qui s'appelle Survie, une association française, et qui s'est notamment beaucoup impliqué sur la question de développement, également sur la question du génocide des Tutsis au Rwanda. Et François-Xavier Verschave, qui dénonçait donc les crimes finalement de l'État colonial, est décédé en 2005, je crois. Donc, ça fait plus de 16 ans, 15 ans qu'il est décédé. Et depuis, le concept de France-Afrique n'a jamais été réactualisé et n'a jamais été approfondi. Donc, avec 3 camarades, nous avons décidé de produire en fait un volume de plus de 1000 pages dans lequel nous avons fait intervenir quelques-uns aussi de nos collègues universitaires, journalistes et militants qui retracent l'histoire de la France-Afrique depuis ses origines oubliées, c'est-à-dire notamment la période coloniale, jusqu'à la période contemporaine, donc en 6 parties, qui permettent vraiment de comprendre les grands fondamentaux de cette politique africaine de la France qui repose sur des systèmes, des relations asymétriques entre les élites politiques et économiques françaises et certaines des élites africaines au détriment des intérêts des peuples africains et à l'insu généralement du peuple français. Et donc, chacune des 6 parties comprend une grande introduction qui permet vraiment de balayer les grandes thématiques de l'époque. Et ensuite, dans chacune des parties, il y a entre 7 à 11 chapitres qui reviennent de manière plus précise sur des passages de cette histoire-là. Donc, ça peut être la fabrication des élites coloniales, ça peut être la guerre au Cameroun, ça peut être la guerre au Biafra, la question de l'aide au développement, ça peut être aussi des portraits Denis Sassou Nguesso, par exemple, ça peut être aussi des mouvements, tout ce qui est lié aux contestations actuelles. Et en plus, nous avons aussi dans le livre des encadrés de 2, 3, 4 pages qui reviennent aussi sur un élément encore plus précis, et enfin des cartes et des photos,
parce que l'histoire de la France-Afrique, c'est aussi une histoire, d'images, de rencontres, qui parfois sont plus parlantes que des écrits. Donc cet ouvrage de 2000 pages, donc paru aux éditions du Seuil, qui coûte 25 €, nous l'avons produit et nous estimons qu'il permet vraiment d'avoir tout ce qu'il faut quasiment pour comprendre la situation actuelle, puisque nous terminons sur l'annonce d'Emmanuel Macron, le président français, qui annonçait à l'époque la fin de l'opération Barkhane. Et donc, nous donnons dans cet ouvrage tous les outils pour comprendre à la fois le passé, pour lire le présent et pour, d'une certaine manière, anticiper le futur. Et donc, l'ouvrage est sorti le 7 octobre, ce qui correspondait à la date de lancement du fameux nouveau sommet Afrique-France, qui est en réalité un sommet qui relance la France-Afrique, puisque le titre de l'ouvrage, donc l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, part du principe que à chaque fois on annonce que la France-Afrique est morte et enterrée, mais on constate à chaque fois qu'elle est encore plus présente. Donc ce qui nous intéressait, c'était de montrer en quoi les éléments visibles de la France-Afrique, qui sont généralement les éléments les plus caricaturaux, comme par exemple les valises, les mallettes de billets ou les assassinats, ne sont en réalité là que pour cacher un système qui est encore plus visible, qui repose notamment donc sur les interventions militaires françaises en Afrique avec les bases militaires, sur le franc CFA, sur la politique de coopération, sur la francophonie, sur l'aide publique au développement et sur un certain nombre d'influences que jouent notamment les multinationales sur le continent africain. Donc tout cela est déployé à l'intérieur de cet ouvrage de 1000 pages et constitue, à mes yeux, vraiment une référence sur cette histoire du néocolonialisme et de l'impérialisme français en Afrique. D'accord, merci. Et est-ce que ce n'est pas... moi, je pense, est-ce que c'est cette balkanisation, je ne sais pas si on peut appeler la balkanisation, cet emprisonnement aussi de se nommer anglophone, francophone, est-ce que ce n'est pas aussi un frein pour le panafricanisme? On sait que si l'Afrique aura besoin à un moment donné une langue qui unit le continent, je sais que il y a le Swahili qui est proposé comme une langue qui peut unir, unir les Africains. Est-ce que c'est une fois que le panafricanisme est mis en place, est-ce que l'idée d'envisager une rupture avec s'identifier dans les langues des États esclavagistes ou des États qui nous ont mis en esclavage ou nous ont colonisés, ce n'est pas aussi une libération, un moyen de se désaliéner, de sortir de l'aliénation mentale ou intellectuelle? Absolument, absolument. La question des langues est une question à la fois identitaire, géoéconomique et géopolitique. Identitaire parce que les peuples africains ont déjà des langues qu'on appelle des dialectes, mais on ne les appelle dialectes que par racisme, parce que l'Occident considère que les vraies langues, c'est ses langues à lui, et que nos langues ne sont pas des langues et seraient des dialectes. Et Cheikh Anta Diop a montré précisément en quoi nos langues sont communes et ont un même ancêtre prédialectal, donc l'égyptien ancien notamment. Donc ça, c'est un premier élément qui permet quelque part à travers les langues de reconstituer nos identités et nos liens de généalogie les uns les autres. C'est très important parce que le concept de l'ethnie, concept colonial, est basé sur une langue. C'est à partir du moment où vous parlez une langue différente que vous êtes une ethnie. Et on voit bien que dans certains cas, on a dépassé cette définition qui font que même quand des peuples parlent la même langue, on va les diviser en ethnies ou en tribus. Et donc la langue permet déjà, je dirais, de créer de la diplomatie, de recréer de l'histoire entre nos peuples et nos nations. Deuxièmement, donc d'un point de vue géoéconomique, lorsque nous parlons la même langue, nous commerçons beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'il y a une bataille sur le continent africain entre la francophonie et l'anglophonie.
parce que l'anglais est la langue internationale, c'est la langue des affaires. Mais en même temps, la poussée démographique fait que le continent africain sera le continent de l'avenir de la langue française et de la francophonie. Et donc, qui dit une langue, qui parle une langue, veut dire qu'on est beaucoup plus réceptif à tout l'appareil économique et culturel qui se produit depuis Paris, Bruxelles, Montréal, ou depuis Londres, New York ou Los Angeles. Et donc, du coup, il y a un enjeu géoéconomique à ce niveau-là, ou géoculturel. Et donc, le fait que nous soyons en capacité de nous appuyer sur une langue africaine signifierait que nous serions aussi en capacité de faire du continent africain le propre centre de sa production géoculturelle. Et donc, si nous prenons demain le Swahili, ou si nous prenons un petit pôle de langues africaines, le Swahili, le Yoruba, le Peul, par exemple, 2 ou 3 autres langues, ça permettra de créer autour de ces langues-là des industries culturelles beaucoup plus dynamiques. Cela permettra aussi de faciliter la naissance de grands ensembles industriels ou économiques continentaux africains, puisque, par exemple, lorsque quelqu'un qui est au Sénégal et quelqu'un qui est au Mozambique doivent travailler ensemble, celui qui est au Sénégal parle français et Wolof, français parce que c'est la langue coloniale, Wolof parce que c'est la langue nationale. Celui qui est au Mozambique va parler Makonde et portugais, et donc ils vont échanger en anglais, qui n'est la langue ni de l'un ni de l'autre. Mais si celui qui est au Sénégal et celui qui est au Mozambique, à l'école, ont appris le Swahili, eh bien, ils parleront directement en Swahili. Et ça permettra d'accélérer les liens de travail, les liens économiques entre, par exemple, ces deux acteurs-là. Ça permettra d'économiser sur les frais d'interprétariat, puisque là aussi, nous savons que lorsque nous allons aux Nations Unies, eh bien, nous sommes soumis, je dirais, à ces difficultés-là qui est liée au fait qu'il n'y a pas de langue internationale africaine. Donc, nous aurons tous les dirigeants africains qui parleront dans cette langue internationale africaine, qui doit être, à mon sens, le Swahili, et qui permettra instinctivement aux dirigeants africains de se comprendre entre eux sans passer par des interprètes dont on sait que souvent, ils sont aussi capables de déformer certains propos. Donc, ça permettra vraiment de passer de ce stade de la langue comme outil géoculturel ou géoéconomique à la langue comme outil géopolitique. Donc, il y a un vrai enjeu autour de cela. L'Union africaine a déjà décrété que le Swahili devait être la langue continentale. Mais le problème de l'Union africaine, c'est que ces résolutions ne sont pas suivies des faits et qu'elle n'a pas les moyens de sa politique, et donc elle est dépendante du bon vouloir des États. Il se trouve que les pays d'Afrique de l'Est, qui sont déjà le bassin naturel du Swahili, sont beaucoup plus avancés à ce niveau-là. Ils en ont fait déjà une langue officielle, une langue de l'administration, une langue d'enseignement, une langue de l'université, et c'est précisément la partie du continent qui est la plus dynamique et la plus intégrée en même temps. Et donc, derrière cela, ce sont aussi les points de bascule de la géopolitique du continent africain qui se posent. Et à mon sens, il est évident que nous devons travailler dans le sens d'une langue continentale qui ne ferait pas disparaître les autres langues, mais qui serait une langue que l'on pourrait enseigner, apprendre et étudier dans tous les pays du continent africain. C'est-à-dire que dans chaque classe de chaque tranche d'âge, dans chaque école du continent africain, il doit y avoir à chaque niveau de classe, une classe au minimum dans laquelle le Swahili est obligatoire. Et là, les parents qui veulent que leurs enfants réussissent auront l'intelligence de mettre leurs enfants dans la classe où le Swahili est enseigné. C'est comme ça qu'on pourra créer, je pense, de nouvelles générations qui seront débarrassées de l'anglais, du français, du portugais, du chinois, mais qui néanmoins doivent maîtriser ces langues extra-africaines parce que ce sont aussi des langues de communication très importantes aujourd'hui. D'accord. Est-ce que pour qu'on puisse, en tout cas, ne pas réinventer la roue, peut-être utiliser la stratégie des anciens et profiter des outils que l'Internet nous offre actuellement,
votre organisation comme Umoja ou les autres, grandes organisations du panafricanisme, on ne pourrait pas envisager un congrès mondial, même virtuel, hein, du panafricanisme, euh, organisé par la diaspora et les autres, parce qu'attendre que ça m'étonnerait que des États africains, vu l'influence actuelle de l'impérialisme, organisent un congrès du panafricanisme. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Tout est possible. Disons que les acteurs privés, les organisations, les collectifs, les sociétés civiles font leur travail. Ils font leur travail de leur côté. Maintenant, les États sont soumis à des contraintes qui sont différentes de celles des sociétés civiles. L'État doit payer les fonctionnaires, doit garantir un certain nombre de choses que, en tant que société civile ou organisation politique, on n'a pas à faire. Donc, on peut les critiquer autant qu'on veut. On n'a pas la charge des responsabilités. Donc, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est quand même de faire en sorte que ceux qui critiquent beaucoup se mettent vraiment en situation de montrer ce qu'ils savent réellement faire quand on leur donne des responsabilités, donc de se mettre en capacité, en hauteur d'assumer des responsabilités. Donc, je pense que c'est un premier élément. Et le deuxième élément, sur l'idée d'un congrès mondial du panafricanisme, je pense que oui, la reprise des congrès panafricains est essentielle. Ça peut se faire de manière virtuelle ou en physique. Mais ce n'est qu'un des éléments, je dirais, de la solution. Je pense qu'avant d'aller sur des congrès mondiaux du panafricanisme, il faudrait que dans chaque territoire, on identifie un peu mieux ce qu'on entend par panafricanisme et surtout qu'on s'appuie peut-être davantage sur des réseaux qui existent avant de passer à quelque chose de plus grand. Quoi. Pour moi, il faut encore renforcer la base avant de monter le premier étage et la suite. D'accord, parfait, merci. Alors, je sais que vous avez écrit beaucoup des ouvrages. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver donc facilement dans vos ouvrages? Et si vous pouvez en citer quelques-uns pour nos auditeurs, ce sera aussi Oui, bien. alors j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit Nigeria en 2013 aux éditions de Bock, qui sont des éditions basées, je pense, en Belgique, il me semble. Mali, qui est aux mêmes éditions de Bock en 2014. Africa Unite, une histoire du panafricanisme, donc aux éditions La Découverte, première fois 2014, réédité en 2017, 19 et 21. J'ai également écrit donc une biographie de Walter Rodney, qui est le résultat de ma thèse, qui a été publiée en 2018 aux éditions Présence africaine. Donc ça, vous pouvez trouver ça à la librairie Présence africaine à Paris, c'est rue des Écoles, dans le quartier latin, métro Maubert Mutualité. Vous avez aussi donc le dernier ouvrage, donc L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, qui est sorti il y a un mois. Là, je sais qu'il est en rupture de stock, mais il doit être réapprovisionné. Donc, tous ces livres-là, vous pouvez les trouver sur les sites de vente en ligne. Vous pouvez aussi contacter la librairie Tamery Sematawi, Tamery, plus loin, Sematawy, qui est à Paris, 19-21 rue du Chalet à Belleville. Ils ont une page Facebook, donc Tamery, où il y a tous mes ouvrages et même ceux que je n'ai pas cités aujourd'hui. Voilà. Puis enfin, vous avez aussi mon site internet. Donc, vous tapez simplement mon nom, hamzatboukariyabara.com, où là, vous pouvez avoir accès à une page où vous avez plusieurs de mes publications qui sont recensées. Et quand vous cliquez sur le lien, ça peut vous amener vers un site où vous pouvez l'acheter, le commander. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'afficherai ça dans la description aussi de cette vidéo. Alors, je sais que vous êtes fort occupé. Alors, dernière petite question. En fait, on voit des Occidentaux qui s'autoproclament des spécialistes de la région du Grand Lac, de l'Afrique.
pour que la jeunesse africaine puisse commencer aussi à écrire sa propre histoire. Quel est parce que vous avez écrit beaucoup de livres, peut-être que les gens peuvent dire, ah, vous, c'est facile parce que voilà, vous êtes universitaire, vous êtes historien, donc c'est plus facile. Quel est un conseil à donner pour que des gens, des personnes, des Africains puissent être motivés à écrire aussi des livres? Euh, Par où commencer et comment? Par où commencer? Déjà, il faut le lire soi-même. Donc, je pense qu'on ne peut pas écrire un livre si on n'aime pas lire. Donc, ça, c'est très important. Il faut lire. Ça peut être des articles de presse, ça peut être des articles de blog, ça peut être des ouvrages d'histoire, mais il faut lire. Il faut également apprendre à analyser, donc synthétiser et développer. Donc, c'est bien de prendre une information, de la, de la développer ou de la contracter pour en voir quel est vraiment l'élément central. Donc, il y a plein de petites méthodes en fait pour apprendre à écrire, pour apprendre à bien écrire. Regarder aussi des vidéos de qualité, notamment de gens qui sont vraiment des professionnels, des historiens, des journalistes, pour voir un peu comment est construit un peu leur argumentation, comment est construit un peu leur manière de fonctionner. Et puis après, il faut trouver un sujet. Il faut trouver un sujet. Donc un sujet le plus simple généralement, c'est de partir de questions qui peuvent nous être personnelles. Et ensuite, à partir de notre position personnelle, les généraliser pour pouvoir mieux les nuancer et pour pouvoir ensuite donner vraiment son propre avis, sa propre thèse. Et sinon, après, c'est comment dire, c'est des questions d'actualité, des questions effectivement africaines. Vous avez souligné le fait que des Occidentaux se présentent spécialistes de l'Afrique. Je pense que nous devrions aussi, depuis le temps que beaucoup d'entre nous sont en Europe, être aussi des spécialistes de la politique européenne et être en mesure de commenter, d'analyser, de critiquer la politique du gouvernement belge, la politique du gouvernement français, du gouvernement américain, avec davantage de force et davantage d'arguments, parce qu'eux ne se gênent pas pour nous faire la leçon. Donc je pense qu'il faudrait que ce volet-là aussi, nous soyons en capacité de leur apporter une contradiction qui sera d'autant plus utile pour libérer le continent africain que beaucoup de choses en fait se décident à Paris, Bruxelles, Londres, Washington, encore malheureusement. Enfin, dernier élément, l'histoire doit être populaire, donc c'est bien qu'elle puisse parler au plus grand nombre de personnes. Donc la notion de vulgarisation me semble importante et de partage et aussi de mise en scène. Donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup la poésie, le théâtre, la musique, le hip-hop, etc. Donc il y a d'autres manières d'écrire qui sont aussi importantes. On peut écrire des documentaires, on peut écrire des films, on peut écrire des séries, on peut faire des podcasts. Donc, il ne faut pas se limiter uniquement à l'outil ou à l'objet livre, même si bien évidemment, d'une certaine manière, ce qui restera bien souvent de nos combats, ce ne sont malheureusement pas nos vidéos, mais plutôt les livres que nous aurons produits. C'est en ça aussi qu'il est important d'être présent sur les deux volets et de croiser les choses. Donc, que des gens qui écrivent des livres viennent participer à des vidéos, des entretiens comme celui que nous venons de faire, et que des personnes qui sont plutôt sur le multimédia puissent mettre en avant des livres pour inciter leur public, leur audience à découvrir des lecteurs et à prendre le goût de la lecture. Voilà. D'accord. Alors, pour finir, pour que le panafricanisme ne puisse pas être un rêve, utopie ou une irréalité présente, est-ce qu'il y a un slogan à se répéter tous les jours, le matin, en se levant ou le soir avant de dormir, pour que donc, le panafricanisme puisse être une réalité vivante? Oui, pour nous, c'est Umoja Nguvu, c'est-à-dire l'union fait la force. C'est le slogan de la Ligue panafricaine Umoja. C'est aussi la devise de Haïti. Quand Haïti a pris son indépendance, c'était cette idée que l'union fait la force. Je pense que c'est quelque chose qui est logique. L'union fait la force. Et aussi, comme disait Nkrumah, les forces qui nous unissent font plus que contrebalancer celles qui nous divisent. Et donc là aussi, la question du rapport de force est très important parce que chaque jour est une lutte, chaque jour est un combat.
Et il est important de pouvoir s'appuyer sur, je dirais, sur ces slogans-là. Donc, Moja Ninguvu, l'union fait la force. Voilà, les amis, Umoja Ninguvu. Pour des personnes qui veulent adhérer à votre organisation, Umoja, comment faire? Oui, alors nous sommes présents sur Facebook, donc LP-Moja, et puis nous avons aussi un site internet, donc www.lp-umoja.com ou moja.com. Ou alors on peut également me contacter personnellement, soit sur les réseaux sociaux, donc Hamzat Boukari, soit sur mon site internet Hamzat Boukari Yabara. Voilà. D'accord. Alors, grand frère Hamzat Boukari, un grand merci de nous avoir accordé votre temps et à très bientôt. Merci beaucoup. À, à très bientôt, merci à vous et bonne soirée ou bonne journée à vos auditeurs. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.